Il existe un malaise que l'on ressent sans toujours savoir le nommer. Vous êtes assis parmi des collègues, des voisins, peut-être même des amis. Les conversations tournent en rond, les rires paraissent mécaniques, les idées superficielles. Tout semble normal en surface, et pourtant, au fond de vous, quelque chose s'éteint. Une lourdeur invisible pèse sur votre esprit, comme si votre lucidité était aspirée par l'atmosphère elle-même. Ce danger est discret. Il ne frappe pas comme une tempête, il s'installe comme une brume. Vous commencez à remarquer que vos pensées se fragmentent, que votre énergie baisse, que vos propres convictions se brouillent. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est celle de l'âme. Vous aviez une idée claire, une vérité intérieure, et soudain, elle perd de sa force simplement parce que personne autour de vous ne la partage. Ou pire, parce que personne ne veut la voir. Dans les espaces publics, ce phénomène est partout. Dans un métro bondé, les regards se croisent à peine, les gestes sont automatiques, chacun enfermé dans sa bulle de distraction. Mais c'est eux qui oppressent, c'est eux n'est pas la foule, c'est l'absence de pensée. Un silence étrange règne, un silence qui n'élève pas, mais qui étouffe. C'est le vide intellectuel transformé en norme. Votre corps le ressent avant même que vous en soyez conscient. La respiration devient courte, la patience s'érode, une irritation monte sans raison apparente. Vous parlez, mais vos mots glissent dans l'air comme des feuilles mortes, sans rencontrer d'écho. À force, vous n'osez plus dire c'est eux que vous pensez vraiment. Vous apprenez à réduire vos idées à des banalités pour vous fondre dans la masse. Et, lentement, vous vous perdez. Le plus dangereux, c'est eux, n'est pas seulement de vivre parmi des personnes qui ne réfléchissent pas, c'est que cette absence de réflexion devient contagieuse. Elle ronge la lucidité, elle anesthésie la volonté, elle affaiblit l'esprit. Vous croyez rester vous-même, mais peu à peu, votre propre pensée se dissout dans le brouillard collectif. Et alors surgit une question troublante, brutale, impossible à repousser. Combien de temps pouvez-vous rester entouré de stupidité, avant de devenir stupide à votre tour? La stupidité collective n'apparaît pas comme une explosion soudaine. Elle se déploie comme une atmosphère, diffuse et invisible, qui imprègne peu à peu nos vies. Nous croyons évoluer dans un monde neutre, mais en réalité, nous baignons dans un climat qui anesthésie notre esprit. Cette anesthésie est si subtile que nous ne la remarquons presque plus. Elle ne nous coupe pas brutalement de nous-mêmes. Elle nous éloigne progressivement de notre propre profondeur. L'un des mécanismes centraux de ce phénomène est l'aliénation. Dans une société saturée de flux, nous sommes constamment tournés vers l'extérieur. L'attention n'est plus dirigée vers ce que nous ressentons, vers ce que nous voulons vraiment, mais vers ce que le monde exige de nous. Notifications, messages, sollicitations permanentes. Chaque vibration, chaque son, chaque flash de lumière sur nos écrans détourne une parcelle de notre conscience. Résultat, nous finissons par ne plus nous appartenir. Nos pensées, nos désirs, nos humeurs deviennent le reflet de CE qui circulent autour de nous plutôt que l'expression de CE que nous portons en nous. À cette aliénation s'ajoute l'anesthésie digitale. Les écrans, omniprésents, ne sont plus de simples outils. Ils sont devenus des prothèses de notre esprit. Nous croyons les utiliser, mais le plus souvent, CE sont eux qui nous utilisent. Ils nous maintiennent dans un état de stimulation constante, où chaque seconde est remplie de sons, d'images, d'informations. Cet excès ne nous éveille pas, il nous endort. Le cerveau, saturé, n'a plus l'espace nécessaire pour réfléchir, pour contempler, pour relier les choses entre elles. Ce qui reste, c'est une succession de réactions courtes, un zapping permanent qui nous empêche de plonger en profondeur. Le problème ne s'arrête pas aux individus, il s'inscrit dans un scénario culturel plus large. Nous vivons dans une société accélérée, obsédée par la vitesse et la performance. Tout doit aller vite, les réponses, les décisions, les plaisirs. La lenteur est perçue comme une faiblesse, le silence comme une menace. Ce culte de l'immédiateté installe une norme collective où penser trop longtemps devient suspect, où nuancer devient inutile, où réfléchir devient presque un acte de résistance. Ce climat engendre une perte progressive de soi, car penser, c'est se construire. Penser, c'est habiter pleinement son existence. Mais lorsque tout nous pousse à réagir plutôt qu'à réfléchir, à consommer plutôt qu'à comprendre, nous cessons d'être sujets de nos vies. Nous devenons spectateurs d'un flux qui défile, simples récepteurs de stimuli, sans jamais en reprendre le contrôle. La conséquence, c'est un vide intérieur qui grandit. Nous ne manquons pas d'informations, nous manquons de sens. Regardez autour de vous, dans les cafés, les transports, les repas familiaux.
Les visages sont absorbés par des écrans. Les conversations se réduisent à des échanges rapides. Les émotions profondes sont remplacées par des réactions automatiques. Un like, un emoji, une punchline. Nous croyons être connectés, mais cette connexion est une illusion. CE n'est pas une rencontre, c'est une distraction. Et plus nous nous habituons à cette superficialité, plus il devient difficile de retrouver la profondeur. Voilà pourquoi le danger de vivre parmi des gens qui ont cessé de penser est si grand, parce que cela devient la norme culturelle. Et une norme, par définition, s'impose à tous. Quand la stupidité se répand, elle ne reste pas extérieure à nous, elle façonne l'air que nous respirons, les conversations que nous avons, les comportements que nous imitons. Elle finit par pénétrer en nous, même à notre insu. Ce diagnostic peut paraître sévère, mais il est nécessaire. Car tant que nous croyons que le problème se limite aux autres, nous restons aveugles à notre propre conditionnement. La vérité, c'est que nous faisons partie de ce système. Nous sommes contaminés, parfois même complices, chaque fois que nous préférons la distraction au silence, la vitesse à la réflexion, le confort de l'accord au risque de la vérité. Et c'est ici que tout se joue, dans la capacité à reconnaître ces mécanismes et à les nommer, car CE n'est qu'à partir de cette lucidité que nous pourrons voir apparaître les symptômes personnels, CES, signes intimes, qui révèlent de combien cette anesthésie collective agit déjà dans nos vies. Les signes de cette anesthésie collective ne sont pas toujours spectaculaires. Ils se logent dans les détails, dans les petits gestes quotidiens que nous croyons anodins. Mais si nous y prêtons attention, ils révèlent une vérité troublante. Nous portons déjà en nous les marques de cette stupidité ambiante. Il y a d'abord ce regard perdu, fixé sur un écran, sans véritable intention. Vous ouvrez votre téléphone juste pour vérifier quelque chose, et, sans vous en rendre compte, une demi-heure a passé. Le doigt défile mécaniquement, les yeux absorbent une succession d'images qui s'effacent aussitôt. Rien ne reste, sinon une étrange sensation de vide. Vous vous demandez même « Qu'est-ce que je viens de regarder ?» Mais la main repart d'elle-même, comme si elle était programmée. Ensuite vient l'angoisse du silence. Lorsque l'écran s'éteint, lorsque la pièce devient calme, vous ressentez une nervosité inhabituelle. Le cœur bat plus vite, les pensées s'accélèrent, une petite angoisse monte. Rester seul avec vous-même devient insupportable. Alors vous rallumez une vidéo, une musique, n'importe quoi pour ne pas avoir à affronter ces face à face intérieur. Ce n'est pas le silence en soi qui vous effraie, mais c'est qu'il révèle, ce vide que vous essayez de couvrir à tout prix. Un autre symptôme courant est la fatigue mentale constante. Vous vous réveillez déjà épuisé, même après une nuit de sommeil. Votre corps est lourd, votre esprit saturé. Ce n'est pas une fatigue physique, mais une fatigue d'avoir été trop sollicité. Trop d'images, trop de notifications, trop de conversations superficielles. Cette fatigue se transforme en irritabilité, en difficulté à se concentrer, en perte d'envie. Vous continuez à avancer, mais comme en mode automatique, sans réelle énergie. L'idiocratie se manifeste aussi dans nos relations sociales. Les conversations deviennent superficielles, réduites à des échanges rapides, des phrases toutes faites. On rit, mais souvent d'un rire mécanique, pour remplir le vide. Les discussions profondes deviennent rares, presque gênantes. Et lorsque quelqu'un ose exprimer une idée différente, un doute, une nuance, cela dérange. Il est plus facile de se conformer, de rester à la surface, que de risquer le malaise de la réflexion. Enfin, il y a ce sentiment diffus d'être absent de soi-même. Vous êtes là physiquement, mais mentalement ailleurs. Vous parlez sans conviction, vous agissez sans véritable choix. Vos pensées sont fragmentées. C'est comme si vous flottiez à la surface de votre propre vie, incapable de descendre en profondeur. Cette dissociation est l'un des signes les plus clairs que vous êtes pris dans la contagion de la stupidité ambiante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces symptômes ne sont pas des signes de faiblesse individuelle. Vous n'êtes pas fainéant, vous n'êtes pas incapable. Ces comportements sont la conséquence d'un système pensé pour exploiter vos vulnérabilités naturelles. Les réseaux, les algorithmes, les distractions sont conçus pour vous retenir, pour capter votre attention, pour fragmenter votre esprit. Si vous ressentez ce vide, cette fatigue, cette incapacité à supporter le silence, CE n'est pas une faute personnelle. C'est la preuve que vous êtes humain, plongé dans un environnement qui tire parti de vos failles. Et vous, reconnaissez-vous CES signe en vous? Avez-vous déjà ressenti cette fatigue étrange après des heures de scroll? Cette angoisse dans le silence? Cette impression d'être là, mais absent de vous-même?
Écrivez-le dans les commentaires, je veux vraiment lire votre expérience. Les symptômes que nous venons de décrire ne surgissent pas par hasard. Ils ne sont pas le fruit d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de volonté. Ils sont le résultat direct d'un système parfaitement organisé, pensé pour exploiter nos vulnérabilités. Comprendre CE système, c'est déjà commencer à en sortir. Nous vivons dans CE que l'on appelle le marché de l'attention. Dans CE marché, votre regard, votre temps, vos émotions sont devenues une marchandise. Chaque seconde passée sur une plateforme rapporte de l'argent à ceux qui savent capter votre attention. Ce n'est pas vous qui êtes le client, c'est vous qui êtes le produit. Les grandes entreprises numériques ne vendent pas seulement des services gratuits, elles vendent votre présence, vos données, votre disponibilité psychologique. Au cœur de ces dispositifs se trouvent les algorithmes. Leur but n'est pas de vous informer ni de vous élever, mais de maximiser votre temps de connexion. Pour y parvenir, ils privilégient les contenus qui déclenchent les réactions les plus fortes, la peur, la colère, l'indignation, le désir. CE ne sont pas les contenus les plus vrais ou les plus utiles qui survivent, mais ceux qui captent votre attention le plus rapidement. Résultat, la superficialité domine, la nuance disparaît, la stupidité collective se propage comme une infection. À cela s'ajoute le consumérisme moderne. La société vous pousse à croire que votre valeur réside dans CE que vous possédez, dans CE que vous montrez, dans CE que vous affichez aux yeux des autres. On vous promet que le bonheur est toujours dans le prochain achat, le prochain like, le prochain objet. Mais CE bonheur n'arrive jamais, et c'est voulu, le vide que vous ressentez est nécessaire au système. Une personne comblée, consciente, enracinée, ne consommerait pas autant. Le vide devient un moteur économique. Enfin, il y a la logique du productivisme. Depuis des générations, nous avons été formés à croire que notre valeur dépend de notre efficacité, de notre capacité à produire et à performer. Même nos moments de repos doivent être utiles. Regarder un film pour décompresser, marcher pour faire ce pas quotidien, méditer pour être plus performant au travail. La pensée, elle, n'a pas de valeur mesurable immédiate, alors elle est marginalisée. Dans une culture où tout doit avoir un rendement visible, réfléchir devient un acte inutile, presque suspect. C'est ici que réside le cœur du problème. Ce n'est pas une faute individuelle. Si vous perdez des heures à scroller, si vous ressentez CE vide, si vous n'arrivez pas à supporter le silence, CE n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes exposé, jour après jour, à des mécanismes conçus pour cela. Vous êtes pris dans un conditionnement collectif. Des milliards de personnes, à travers le monde, sont soumises aux mêmes dynamiques, piégées dans les mêmes cycles, anesthésiées par les mêmes stimuli. Le danger caché de vivre parmi des gens qui ont cessé de penser se révèle ici. Il ne s'agit pas seulement de leur choix personnel, mais d'une culture entière qui valorise la distraction, qui banalise la dépendance, qui érige la stupidité en norme. Et plus CE climat s'installe, plus il devient difficile de s'en extraire. Voilà pourquoi il est essentiel de voir clair dans CE système. Tant que nous croyons que le problème est individuel, nous restons piégés dans la culpabilité et l'impuissance. Mais dès que nous comprenons que c'est un système organisé, nous pouvons commencer à chercher une issue. Et c'est justement CE que nous allons explorer dans la suite, le chemin de sortie. Comment retrouver une liberté intérieure au milieu de cette contagion invisible? Comment recréer un espace où la pensée peut renaître, malgré la pression constante du monde extérieur? Après avoir compris le mécanisme qui nous entoure et la logique de l'idiocratie moderne, une question demeure: comment en sortir? Comment préserver son esprit dans un monde qui banalise la distraction et valorise la superficialité? La réponse n'est pas spectaculaire, elle ne repose pas sur des solutions miracles. Elle se trouve dans des gestes simples, mais profonds. Le silence, la solitude, la lenteur, la présence. Le silence est peut-être l'acte le plus révolutionnaire de notre époque. Nous avons appris à le fuir, à le craindre comme un vide menaçant. Pourtant, il est la condition première pour retrouver la clarté intérieure. Quelques minutes sans écran, sans musique, sans bruit artificiel, suffisent à réveiller CE qui dormaient en vous. Oui, le silence peut être inconfortable. Il révèle des pensées refoulées, des angoisses longtemps dissimulées. Mais c'est précisément en les affrontant que vous redevenez maître de vous-même. Le silence n'est pas une absence, il est une présence accrue, à CE qui compte vraiment. La solitude, elle aussi, a été dévalorisée. On l'associe à l'abandon, à l'isolement. Pourtant, c'est dans la solitude que vous cessez de jouer un rôle. Loin du regard des autres,
Vous pouvez enfin être vous-même, sans masque. La solitude est un miroir honnête. Elle reflète vos blessures, vos contradictions, vos vérités enfouies. C'est un lieu parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Parce que tant que vous ne savez pas être seul, vous n'êtes jamais vraiment libre avec les autres. Puis vient la lenteur. Dans une culture obsédée par la vitesse, ralentir est presque un blasphème. Tout doit aller vite. Les réponses, les décisions, les plaisirs. Mais ralentir, c'est redonner du poids aux choses. Lire un livre sans se presser, marcher sans objectif, cuisiner en prenant son temps. Ces gestes simples ramènent de la densité dans votre quotidien. La lenteur permet à la pensée de se déployer, à l'attention de s'approfondir. Elle vous arrache au flux constant pour vous ramener dans l'épaisseur de l'instant. Enfin, il y a la présence. Être présent, CE n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique concrète. C'est écouter quelqu'un sans préparer déjà votre réponse. C'est sentir le vent sur votre visage, la lumière sur vos mains, la saveur d'un repas. C'est habiter pleinement chaque geste, chaque instant. La présence est une arme contre la stupidité ambiante, parce qu'elle vous rend insaisissable. Un esprit présent ne peut pas être manipulé aussi facilement. Il choisit, il discerne, il refuse de se laisser emporter par le flux. Ces 4 chemins ne sont pas confortables. Ils vous confrontent à vous-même, à vos fragilités, à vos contradictions. Mais c'est précisément CE qui en fait leur force, parce que la véritable liberté ne se trouve pas dans l'évasion, mais dans la capacité à rester debout au milieu du tumulte. Chaque minute de silence, chaque moment de solitude, chaque geste ralenti, chaque instant de présence est une victoire contre l'idiocratie. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie entière du jour au lendemain. Commencez petit, 5 minutes par jour sans écran, une promenade sans téléphone, un repas sans distraction. Ces gestes paraissent insignifiants, mais accumulés, ils transforment votre rapport au monde. Ils recréent un espace intérieur que personne ne peut vous voler. Et surtout, souvenez-vous, sortir de l'idiocratie ne signifie pas se couper du monde, mais y vivre autrement. C'est choisir de ne pas se dissoudre dans le bruit collectif, de ne pas céder à la contagion de la stupidité, de rester ancré dans votre lucidité. La véritable résistance commence ici, dans des actes simples, répétés, qui réaffirment chaque jour votre liberté intérieure. Alors, si CES idées résonnent en vous, si vous sentez que CE chemin est aussi le vôtre, faites un premier geste symbolique. Laissez un like dès maintenant. C'est une façon simple de soutenir CE travail et de dire que vous aussi, vous choisissez de reprendre possession de votre attention. Ne pas changer, c'est accepter de glisser doucement vers une existence mécanique. C'est vivre chaque journée comme une répétition de la précédente, sans relief, sans intensité. On se lève, on travaille, on consomme, on se distrait, on dort, et le cycle recommence. À force de fonctionner ainsi, l'existence perd sa couleur. Ce n'est plus une vie habitée, mais une suite d'automatismes. Le prix de cette résignation, c'est avant tout la perte d'authenticité. À force de se conformer au climat ambiant, on oublie qui l'on est vraiment. On adopte les désirs du groupe, on répète des opinions toutes faites, on porte un masque social sans même s'en rendre compte. Ce qui faisait notre singularité s'efface peu à peu, jusqu'à disparaître. Vivre parmi des consciences endormies ne nous laisse pas intacts. Cela nous contamine, cela nous formate, puis s'installe le vide existentiel. On croit être occupé, mais cette occupation permanente cache une pauvreté intérieure. Même les moments de plaisir perdent leur saveur, car tout est consommé trop vite, sans profondeur. On sent monter une fatigue étrange, un ennui constant, une impression de tourner en rond. Ce n'est pas le manque de divertissement qui fait mal, c'est l'absence de sens. Et ce manque, on le paie cher, par la lassitude, par l'irritabilité, par une impression croissante de passer à côté de sa propre vie. La plus grande illusion est de croire qu'une vie ainsi formatée est plus facile, plus sûre. En réalité, CE n'est qu'une routine confortable, mais vide. On évite l'inconfort du silence, l'effort de penser, le risque d'être différent. Mais à long terme, CE confort nous emprisonne. Il nous prive de notre profondeur, de notre liberté, de notre capacité de créer une vie qui nous ressemble vraiment. Et il y a un danger encore plus grave, celui de laisser les autres décider à notre place. Car un esprit endormi est un esprit manipulable. Si vous ne choisissez pas CE que vous pensez, CE que vous croyez, CE que vous désirez, d'autres le feront pour vous. Les systèmes, les idéologies, les algorithmes rempliront le vide. Vous aurez l'illusion de vivre libre,
mais vos choix ne seront que des réflexes conditionnés, vos désirs programmés, vos croyances fabriquées. Voilà le prix réel de l'inaction, une vie entière écoulée sans jamais avoir été vécue pleinement. Et il faut le dire sans détour, si vous ne décidez pas pour vous-même, alors quelqu'un a déjà décidé à votre place. Après avoir pris conscience du prix de l'inaction, il est tentant de se laisser envahir par la peur ou le découragement. Mais cette peur peut devenir une force si vous comprenez une chose essentielle. Le changement ne commence pas à l'extérieur, il commence en vous. L'idiocratie ne disparaîtra pas d'un coup. La société ne se transformera pas en un claquement de doigts. Mais vous pouvez, dès maintenant, refuser de vous laisser contaminer. Cela commence par une décision intime, presque invisible. Ne plus céder à la passivité, ne plus vous contenter de suivre le courant. Dire non à l'anesthésie et oui à la conscience. Ce choix peut paraître minuscule, mais il a un effet immense, car à chaque instant où vous reprenez possession de votre esprit, vous redevenez libre. La clé, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation du monde. La liberté n'est pas un don que l'on reçoit, c'est une conquête que l'on affirme. Elle se construit à travers vos gestes, vos silences, vos choix quotidiens. Personne ne peut vous l'offrir, mais personne ne peut non plus vous l'arracher si vous décidez de la protéger. Ne sous-estimez pas la puissance d'un seul pas, une minute de silence dans une journée saturée de bruit, une pensée assumée au milieu des opinions répétées, un choix courageux, même incompris. Ces petits actes sont des graines qui, mises bout à bout, brisent le mur de l'idiocratie. N'oubliez jamais, la véritable révolution commence dans le secret de votre conscience. Le premier pas de la liberté n'est pas de crier contre le monde. Le premier pas de la liberté, c'est de vous dire à vous-même « Je m'éveille ». Le silence ressemble à une nuit profonde. Beaucoup le fuient, croyant qu'il cache le vide. Mais en vérité, c'est dans cette nuit que renaît la lumière. Car le silence n'est pas une absence, il est une matrice. Dans cet espace, une flamme fragile peut s'allumer, la flamme de la pensée, de la conscience, de la liberté intérieure. Tout au long de ce voyage, nous avons vu le danger caché de vivre parmi des esprits endormis, l'aliénation, la perte d'authenticité, la fatigue d'exister sans profondeur. Nous avons vu comment le marché de l'attention et la logique de la vitesse transforment la stupidité en norme collective. Mais nous avons aussi découvert un chemin de sortie, le silence, la solitude, la lenteur, la présence. Ces gestes simples, mais courageux, sont les armes qui rallument la flamme intérieure. Le dilemme est clair, céder à la contagion de la stupidité ou choisir la lucidité, se dissoudre dans le bruit collectif ou redevenir maître de sa pensée. Le monde extérieur peut chercher à vous endormir, mais il n'a pas le pouvoir d'éteindre la lumière qui brûle en vous. Alors souvenez-vous, le véritable éveil ne commence pas par un cri adressé au monde, mais par un murmure intime, « Je m'éveille ». Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et considérez l'idée de soutenir ce travail avec un super thanks. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces messages qui éveillent les consciences.